السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا، قراءة صوتية جديدة مع كتاب La théorie de Pierre Bourdieu et ses usages sociologiques. كتاب من تأليف كل من أن جوردان وسيدوني نولان. دونك قرأت في الحلقة الأولى فصل عن le métier de sociologue ثم la sociologie de l'école في الحلقة الثانية. من الأمور التي اهتم بها بيير بورديو وهي الثقافة. إذن chapitre sur la sociologie de la culture. Les travaux de Pierre Bourdieu sur la culture s'inscrivent dans la tradition française des grandes enquêtes sur les conditions de vie des différentes classes sociales. Depuis l'étude pionnière de Frédéric Leplay, 1806-1882, sur les ouvriers européens, plusieurs recherches ont été menées afin de rendre compte du lien entre pratique culturelle et appartenance à une classe sociale. À partir d'une enquête sur les budgets des ménages, Maurice Halbwauch s'est ainsi intéressé dans la classe ouvrière et les niveaux de vie, dans son ouvrage La classe ouvrière et les niveaux de vie, au mode de vie et aux manières de consommer des ouvriers, qu'il a comparé à ceux des employés. Après la Seconde Guerre mondiale, le budget, le logement, le travail, les relations familiales ou encore les pratiques de consommation alimentaire des ouvriers ont aussi fait l'objet d'une vaste enquête dirigée par Paul-Henri Chambard de Love. Même s'il ne s'est pas uniquement intéressé à la culture ouvrière, Pierre Bourdieu raisonne lui aussi en termes de culture de classe, en établissant un lien étroit entre pratiques culturelles et groupes sociaux. Par culture, il entend aussi bien les façons de manger, d'aménager son intérieur ou de vêtir que le rapport entretenu avec les œuvres d'art ou de l'esprit, fréquentation des musées, du théâtre ou pratique de lecture par exemple. Les deux acceptations du terme culture sont en effet intimement liées chez Pierre Bourdieu. Selon lui, on ne peut comprendre complètement les conditions de les réinsérer dans l'unité du système des dispositions, de faire rentrer la culture au sens restreint et normatif de l'usage ordinaire dans la culture au sens large de l'ethnologie et de rapporter le goût élaboré des objets les plus épurés au goût élémentaire des saveurs alimentaires. La réflexion menée par Pierre Bourdieu sur la culture est concomitante d'un renouveau de l'intérêt du politique pour la question culturelle. En 1959, le ministère des Affaires culturelles, devenu depuis le ministère de la Culture, est créé et confié à André Malraux. La conception de la culture qu'il défend est relativement restrictive puisque seule la culture savante est perçue comme digne d'intérêt. Par exemple, les musiques traditionnelles populaires, musiques auvergnates, basques, bretonnes, ne peuvent pas faire l'objet de politiques culturelles, à l'inverse de la musique classique. L'ambition affichée du ministère est de démocratiser la culture savante, c'est-à-dire de favoriser son accès à tous. La politique culturelle qu'il entend mener s'appuie sur des enquêtes sociologiques. Ainsi, le service des études et de la recherche du ministère, dirigé par Augustin Gérard, commandite à Pierre Bourdieu une enquête sur la fréquentation des musées en Europe en 1963. Cette enquête donne lieu à la publication en 1969 de L'amour de l'art, son ouvrage célèbre L'amour de l'art. Premier point,
La théorie de la légitimité culturelle. Un art moyen, essai sur les usages sociaux de la photographie, 1965. L'amour de l'art, les musées d'art européens et leur public, 1969. Et la distinction. Critique sociale du jugement, 1979, sont les trois principaux ouvrages dans lesquels Pierre Bourdieu définit sa sociologie de la culture. Donc, Pierre Bourdieu définit sa sociologie de la culture dans trois ouvrages principaux qui sont, premièrement, son ouvrage Un art moyen, essai sur les usages sociaux de la photographie. Le deuxième ouvrage, L'amour de l'art, les musées d'art européens et leur public. Et le troisième ouvrage, c'est La distinction. Le premier, écrit en collaboration avec Luc Boltanski, Robert Castel et Jean-Claude Chamboredon, est le résultat d'un ensemble d'enquêtes sur les différents usages sociaux de la photographie, commandité par Kodak Paty. Le second, rédigé avec Alain Darbel et Dominique Schnapper, constitue le résultat de l'enquête par questionnaire prescrite par le service des études et de la recherche sur la fréquentation des musées. Dans ces deux écrits se trouvent les premières formulations de la théorie de la légitimité culturelle que Pierre Bourdieu parachève dans la distinction 1979. Ce dernier ouvrage, ça veut dire son ouvrage La distinction, central dans l'œuvre bourdieusienne, s'appuie sur les études mentionnées ainsi que sur une nouvelle enquête par questionnaire qui porte aussi bien sur les livres lus ou les peintres préférés des individus que sur l'origine de leurs meubles ou de leurs vêtements. Des extraits d'entretiens, des portraits mais aussi des photographies témoignant des conditions de vie des Français dans les années 1970 complètent ce corpus méthodologique. La thèse développée dans ces trois ouvrages, qualifiée de théorie de la légitimité culturelle, repose sur l'idée que toutes les pratiques culturelles ne se valent pas et que certaines sont plus distinctives que d'autres au sein de la société, c'est-à-dire qu'elles apportent plus de prestige à ceux qui les adoptent. Elles correspondent aux pratiques des classes supérieures. L'homologie entre hiérarchie sociale et hiérarchie culturelle. Le constat statistique des pratiques culturelles différenciées selon le niveau d'instruction et l'origine sociale. La première partie de L'amour de l'art, ça veut dire de son ouvrage L'amour de l'art, 1969, vise à saisir l'ensemble des facteurs qui déterminent ou favorisent la fréquentation des musées. Page 35. Parmi les variables explicatives envisagées se trouvent le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le revenu, le niveau d'instruction, mesuré par le diplôme et la pratique de langue classique, la proximité de l'habitat par rapport au musée et l'occasion de tourisme. Le résultat est le suivant. La fréquentation des musées croît avec la catégorie socio-professionnelle et le niveau d'instruction, et ce dernier apparaît comme le facteur le plus déterminant, selon Pierre Bourdieu. La statistique révèle que l'accès aux œuvres culturelles est le privilège de la classe cultivée, qui se distingue de ce fait des classes moyennes et populaires. Si les classes sociales diffèrent par leur taux de fréquentation des musées, elles se distinguent également par leur manière d'organiser leurs visites. S'appuyant sur l'observation des temps consacrés à la visite par les enquêtés, Pierre Bourdieu mit ainsi en évidence un temps moyen de 22 minutes pour les classes populaires, 35 minutes pour les classes moyennes et 47 minutes pour les classes supérieures. Ça veut dire que pendant une visite, les classes supérieures consacrent plus de temps à visiter une musée par rapport aux classes, par exemple, populaires. Les différentes classes sociales n'ont
n'ont donc pas le même rapport à la culture savante. À partir de l'analyse de pratiques culturelles très diverses, littérature, cinéma, musique, peinture, loisirs, Pierre Bourdieu ouvre la distinction 1979 par la mise au jour de résultats statistiques conformes à ceux exposés dans l'amour de l'art. Cependant, ces résultats sont plus généraux dans la mesure où ils s'étendent à l'ensemble des comportements culturels et non seulement à ceux relevant de la culture savante. Ils constatent une relation très étroite qui unit les pratiques culturelles ou les opinions afférentes au capital scolaire mesuré au diplôme obtenu et secondairement à l'origine sociale saisie au travers de la profession du père, selon leur niveau d'instruction et leur classe sociale d'origine. Les individus n'ont donc pas les mêmes pratiques culturelles. Il établit ensuite le fait qu'à capital scolaire équivalent, le poids de l'origine sociale dans le système explicatif des pratiques ou des préférences s'accroît quand on s'éloigne des domaines les plus légitimes. À niveau de diplôme égal, par exemple, c'est dans les domaines culturels qui ne font pas l'objet d'un apprentissage scolaire, tels que la cuisine, la décoration de l'intérieur ou l'ameublement, que l'origine sociale apparaît comme le facteur le plus déterminant. Une théorie des classes sociales. La sociologie de la culture de Pierre Bourdieu repose sur une théorie des classes sociales. Contrairement à l'analyse de Karl Marx, cette théorie ne définit pas uniquement les classes sociales par leur position dans les rapports de production, c'est-à-dire par leur pouvoir économique. Voir chapitre 4. Les classes sociales sont définies avant tout par leurs rapports différents à la culture et notamment à la culture savante. Les classes sociales étudiées par Pierre Bourdieu sont des classes construites et non des classes réelles. Dans son texte intitulé Espace social et pouvoir symbolique, le sociologue insiste sur cette nécessaire différenciation. Le malentendu dans la lecture des analyses que je propose, notamment dans la distinction, résulte du fait que les classes sur papier risquent d'être appréhendées comme des groupes réels, c'est-à-dire comme des groupes mobilisés qui cherchent à se rendre visibles et reconnaissables dans la société. Contrairement à Karl Marx qui infère l'existence d'une classe réelle, classe en soi, du constat de l'homogénéité objective des conditions de vie, Pierre Bourdieu affirme que les classes sociales dont il traite sont avant tout des classes sur le papier, c'est-à-dire des classes théoriques. Ainsi pensées, les classes sociales relèvent d'une classification explicative produite par le sociologue permettant de prévoir leurs pratiques et leurs propriétés. Dans la distinction, Pierre Bourdieu cherche à construire des classes aussi homogènes que possible, en recourant à une pluralité d'indicateurs tels que la profession, le niveau d'instruction et le pouvoir économique. Selon Pierre Bourdieu, la société est divisée en trois principaux groupes sociaux: la bourgeoisie, les classes moyennes ou les petits bourgeois et les classes populaires. Chacun de ces groupes se caractérise par une culture de classe spécifique correspondant à des conditions de vie relativement homogènes. Il existe néanmoins au sein de ces groupes des subdivisions définies par partie en fonction de la trajectoire ascendante ou descendante des individus qui occupent les positions moyennes, voire chapitre 4. La notion même de trajectoire traduit une conception hiérarchisée de la société qui serait ainsi orientée des classes populaires jusqu'aux classes supérieures, ou pour reprendre le terme de Pierre Bourdieu, des classes dominées aux classes dominantes. Cette hiérarchie sociale est à l'origine d'une hiérarchie des pratiques culturelles. De la hiérarchie sociale à la hiérarchie culturelle. Selon Pierre Bourdieu, toute
les pratiques culturelles ne se valent pas et certaines sont plus légitimes que d'autres. La notion de légitimité est empruntée à Max Weber. Elle désigne l'autorité symbolique acquise par certaines pratiques. Dans un texte intitulé Comment être sportif, Pierre Bourdieu oppose par exemple le tennis, l'équitation et le golf qui correspondent à des sports légitimes, au cyclisme, au football et à la pétanque perçus comme des pratiques vulgaires au sens de divulguer. Il montre notamment que le golf apporte à celui qui le pratique des profits de distinction, que la pétanque ne peut offrir. De fait, la théorie de la légitimité culturelle est fondée sur l'idée qu'il existe une hiérarchie culturelle, c'est-à-dire un classement des pratiques au domaine des moins légitimes jusqu'aux plus légitimes. La plus ou moins grande légitimité des pratiques et domaines culturels est conférée par la valeur que les classes sociales, et en particulier la bourgeoisie, leur accordent. Pierre Bourdieu s'oppose ainsi à l'idée qu'une œuvre puisse posséder une valeur intrinsèque. La valeur ne peut être que sociale, c'est-à-dire attribuée par la société et donc relative. Plus précisément, les classes supérieures, qui correspondent aux classes dominantes, disposent du pouvoir de définir les œuvres et pratiques culturelles légitimes. Pour reprendre l'exemple du sport, c'est parce que le golf est davantage que la pétanque pratiquée par les membres de la bourgeoisie qu'il se présente comme un sport légitime. Ainsi, les classes dominantes définissent le bon goût. La culture légitime, assimilée à la culture savante, n'est autre que la culture de la classe dominante. Une même pratique peut alors devenir légitime ou illégitime selon la position sociale des individus qu'il adopte majoritairement. Dans la distinction, Pierre Bourdieu prend l'exemple de l'œuvre musicale Le beau Danube bleu du compositeur Johann Strauss et montre qu'il s'agit d'une œuvre de musique savante dévalorisée par la divulgation. Sa divulgation et donc sa vulgarisation auprès de catégories sociales les plus dominées la rend illégitime. A l'inverse, le clavecin, bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, est resté une œuvre essentiellement écoutée par les membres des classes supérieures et a conservé toute sa légitimité. La hiérarchie des pratiques culturelles trouve donc son fondement dans la hiérarchie sociale. À la hiérarchie socialement reconnue des arts correspond la hiérarchie sociale des consommateurs. Il existe aussi une homologie entre hiérarchie sociale et hiérarchie culturelle, c'est-à-dire une superposition de l'espace social et de l'espace des pratiques culturelles. La légitimité culturelle des pratiques est déterminée par la légitimité sociale des pratiquants. C'est la raison pour laquelle Pierre Bourdieu a décidé d'intituler son ouvrage sur les usages sociaux de la photographie Un art moyen, 1965. À l'époque de son étude, la photographie était avant tout une pratique de classe moyenne. Cette homologie entre des biens et des groupes, la distinction, tend à définir le goût. Choisir selon ses goûts, c'est opérer le repérage de biens objectivement accordés à sa position et assortir entre eux. Pierre Bourdieu distingue ainsi trois univers de goût qui correspondent en gros à des niveaux scolaires et à des classes sociales. Le goût légitime, c'est-à-dire le goût des œuvres légitimes, par exemple le clavecin bien tempéré, les peintres Pietro Bruegel et Francisco de Goya, le goût moyen qui réunit les œuvres mineures des arts majeurs, l'œuvre musicale Rhapsody in Blue du compositeur George Gershwin, les peintres Maurice Utrillo, Bernard Buffet et Auguste Renoir, et les œuvres majeures des arts mineurs, les chanteurs Jacques Brel et Gilbert Bécaud.
Le goût populaire, représenté ici par le choix d'œuvres de musique dites légères ou de musique savante dévalorisée par la divulgation comme le beau Danube bleu et surtout de chansons totalement dépourvues d'ambition ou de prétention artistique comme celle de Mariano, Guittari ou Petula Clark. L'habitus comme principe générateur des pratiques culturelles. Le goût, un construit social. Selon le philosophe Emmanuel Kant, le beau est ce qui plaît universellement. Il est l'objet d'une satisfaction désintéressée. Il ne se confond pas avec l'agréable. Et il se définit comme une finalité sans fin, c'est-à-dire comme une fin en soi dont il ne faut pas rechercher l'utilité. Dans La Distinction, 1979, Pierre Bourdieu réfute l'idée selon laquelle la capacité à apprécier l'art est universelle et innée. Il montre, à l'aide de statistiques et d'entretiens, que tout le monde ne définit pas le beau de la même manière et que seuls les groupes sociaux les plus diplômés partagent la conception kantienne du beau. Les personnes les moins diplômées ont une autre conception. Pour elles, le beau est contextuel plutôt qu'universel. Par exemple, elles disent d'une image qu'on leur montre, si c'est pour montrer aux gosses, d'accord. Ou, comme reportage, c'est pas mal. Ces personnes s'intéressent d'abord aux fonctions des œuvres, utilité, agrément, caractère moral, dimension informative, plutôt qu'à leur qualité formelle. La différence des critères de jugement esthétique mobilisés en fonction du capital culturel des individus apparaît nettement dans l'exemple qui suit. Lorsque Pierre Bourdieu présente la photographie des mains d'une vieille dame à différentes personnes, les moins cultivés appliquent un code de lecture relativement simple. Plutôt que d'émettre un jugement purement esthétique sur l'objet, elles entrent en empathie avec le sujet. Voici par exemple la réaction d'un ouvrier parisien. Oh, dites donc, elle a les mains drôlement déformées. La grand-mère, elle a dû travailler dur. Les commentaires deviennent de plus en plus abstraits à mesure que l'on monte dans la hiérarchie sociale. Ainsi, les membres des classes supérieures attribuent une valeur symbolique et générale à ce qui est représenté. Les références à d'autres types d'art, peinture, sculpture, littérature, qui rattachent la photographie à des catégories plus larges, sont également plus fréquentes. Un ingénieur parisien commente ainsi la photographie. Je trouve que c'est une très belle photo. C'est tout le symbole du travail. Ça me fait penser à la vieille servante de Flaubert. La Distinction, page 46. La capacité à apprécier l'art comme fin en soi, dans une perspective kantienne, implique donc de posséder des outils cognitifs de déchiffrement et de décodage de langage artistique, c'est-à-dire une forme de compétence culturelle, qui n'est pas immédiatement donnée à tous. La famille est l'école, lieu d'apprentissage de la compétence culturelle. Paradoxalement, alors que l'art n'est que peu enseigné à l'école, c'est le capital scolaire qui est le mieux à même de rendre compte des inégalités d'appréciation des œuvres culturelles. Cela signifie que la compétence esthétique n'est pas qu'une question d'apprentissage en termes de contenu, auteur, genre, école, mouvement, mais qu'elle est aussi le fruit d'une disposition savante, que l'école transmet au travers de ses enseignements. Qu'ils soient artistiques ou non, l'école offre ainsi des outils d'analyse, par exemple en littérature, qui peuvent ensuite être transposés dans d'autres domaines. Selon Pierre Bourdieu, le besoin de culture créé par l'école
qui donne simultanément le moyen et le satisfaire, est d'autant plus fort que l'on est plus cultivé. Cela explique les inégalités de fréquentation des musées en fonction du diplôme. Le besoin culturel redouble à mesure qu'il s'assouvit et l'absence de pratique s'accompagne de l'absence du sentiment de cette absence. L'amour de l'art, page 69. Des inégalités scolaires initiales se transforment donc en inégalités culturelles cumulatives a posteriori. Cependant, l'école n'est pas la seule instance de transmission de la compétence culturelle. La famille joue aussi un rôle central. Les personnes qui mettent en œuvre le goût légitime avec le plus d'aisance sont à la fois les personnes les plus diplômées et celles qui sont issues d'un milieu cultivé. D'une certaine manière, l'école ne fait que valider une culture acquise dans la famille. Ainsi, la définition dominante du mode d'appropriation légitime de la culture et de l'œuvre d'art favorise, sur le terrain scolaire, ceux qui ont eu accès à la culture légitime très tôt dans une famille cultivée hors des disciplines scolaires. Elle dévalue en effet le savoir et l'interprétation savante marquée comme scolaire, voire pédante, au profit de l'expérience directe et de la simple délectation. La distinction. Au sein de la famille, la compétence culturelle, le bon goût, s'acquiert dès le plus jeune âge de manière inconsciente et en deçà des discours par l'immersion précoce dans un environnement cultivé. À force de faire l'expérience de choix qui suscitent des approbations ou des moqueries, les individus apprennent inconsciemment à agir de telle sorte que leur pratique et leur goût soient valorisés par leur entourage. L'acquisition d'une compétence culturelle est donc subordonnée aux chances objectives de pouvoir la mettre en valeur autour de soi. Cette familiarisation insensible à la culture légitime dans la famille conduit les individus à dénier le caractère acquis du bon goût pour le voir seulement comme un goût naturel et spontané. Ainsi, l'expérience esthétique peut-elle donner le sentiment d'être vécue librement et subjectivement alors qu'elle n'est, selon Pierre Bourdieu, que l'intériorisation d'un arbitraire culturel. Habitus et style de vie. Chez Pierre Bourdieu, tous les choix culturels, au-delà de ceux effectués dans le seul domaine de l'art, sont l'expression d'un habitus de classe. Voir chapitre 1. Les conditions de vie différentes des classes sociales leur confèrent un habitus qui leur est propre. L'habitus est défini comme un principe générateur et organisateur de pratiques et de représentations. Cela signifie qu'il est non seulement à l'origine des goûts et des pratiques, notamment en matière culturelle, mais qu'il est aussi ce qui crée un lien entre les pratiques et assure leur cohérence. Il favorise ainsi l'apparition d'un style de vie constitué de ce qu'ont en commun les choix culturels d'une classe sociale dans différents domaines. Type d'alimentation, langage, goûts musicaux ou picturaux, choix de décoration, manière de s'habiller, pratiques sportives. C'est ce que montre l'exemple du vieil artisan ébéniste tiré de la distinction. 1979. La vision du monde d'un vieil artisan ébéniste, sa manière de gérer son budget, son temps ou son corps, son usage du langage et ses choix vestimentaires sont tout entiers présents dans son éthique du travail, scrupuleux et impeccable du soigné, du fignolé, du fini, et son esthétique du travail pour le travail qui lui fait mesurer la beauté de ses produits aux soins et à la patience qu'ils ont demandé. L'habitus encourage donc le même type d'attitude dans les domaines différents.
l'opposition mise au jour par Pierre Bourdieu entre les classes populaires qui privilégient la force, la quantité, la substance et les bourgeois qui donnent le primat à la forme, à la légèreté, à la distance, se trouve par exemple aussi bien dans le domaine alimentaire que dans le domaine sportif. Le sociologue le sociologue montre ainsi qu'en matière alimentaire, là où les classes populaires plus attentives à la force du corps masculin qu'à sa forme tendent à rechercher des produits à la fois bon marché et nourrissants. Les professions libérales donneront leur préférence à des produits savoureux, bons pour la santé, légers et ne faisant pas grossir. La distinction. De la même manière, dans le domaine sportif, les classes populaires ont un rapport instrumental au corps qui les conduit à choisir des sports demandant un grand investissement d'efforts, parfois de peine et de souffrance, comme la boxe, et exigeant en certains cas une mise en jeu du corps lui-même, comme la moto. Au contraire, les bourgeois choisissent des activités induisant une dépense corporelle réduite et des profits différés, moindre vieillissement, meilleure santé. Ils se tournent vers le golf, l'équitation, l'escrime ou la marche qui sont du surcroît des sports qui se caractérisent par une mise à distance de l'adversaire avec qu'il n'y a pas de contact direct. La vision du corps elle-même, liée à la vision du monde propre à une classe, permet donc de rendre compte des goûts et des préférences d'une classe sociale dans différents univers de pratique. Le goût entre imitation et distinction. Le goût comme imitation du goût dominant. Les trois grandes classes, bourgeoisie, petite bourgeoisie, classe populaire, de la sociologie bourdieusienne se caractérisent par leur rapport singulier avec la culture. En tant que classe la plus élevée dans la hiérarchie sociale, la bourgeoisie est qualifiée de classe dominante. Sa position lui permet de définir le goût légitime, c'est-à-dire le goût qui sert de référence à l'ensemble de la société, bien qu'il s'agisse d'un goût particulier, construit socialement par la socialisation familiale et scolaire. Ce goût est posé comme naturel. Cela représente une forme de violence symbolique à l'égard des autres classes sociales, à qui est imposé cet arbitraire culturel, valorisation des arts, savantes, idéal, d'aisance et de distance. L'idéologie du goût naturel que porte la classe dominante est le pendant dans le domaine culturel de l'idéologie du don dans le domaine scolaire. La classe dominante n'est toutefois pas complètement unie autour de la définition du goût juste, elle se subdivise entre des fractions de classes qui mènent entre elles des luttes symboliques pour la définition du bon goût. D'un côté, les dominants, les plus cultivés professeurs journalistes défendent une conception de la culture qualifiée par Pierre Bourdieu d'aristocratisme ascétique. Ils valorisent aussi les pratiques culturelles élitistes traditionnelles, écoute de la musique classique, fréquentation des musées, lecture d'ouvrages classiques qui requièrent retenue et distance. De l'autre côté, les dominants les plus riches, patrons du commerce et de l'industrie, profession libérale, ont une morale hédoniste de la consommation et leurs pratiques culturelles, tout en étant élitistes, voyages, achats d'œuvres d'art, sont plus tournés vers l'univers du luxe. La culture savante portée par la bourgeoisie est celle qui sert de référence aux petits bourgeois, c'est-à-dire aux membres des classes moyennes. Ces derniers se caractérisent par leur volonté
d'ascension sociale qui les fait adhérer sans réserve à la culture dominante. Pour qualifier leur attitude, Pierre Bourdieu parle de bonne volonté culturelle. La bonne volonté de bonne volonté culturelle. La bonne volonté culturelle se manifeste par la différence à l'égard de la culture légitime et par la volonté de se cultiver. Les petits bourgeois tentent d'imiter le style de vie des classes dominantes. Ils peuvent ainsi adopter des pratiques de substitution qui, tout en présentant les signes extérieurs de la légitimité culturelle, leur sont plus accessibles. La photographie est par exemple pratiquée comme substitut à la peinture. Ils peuvent également s'intéresser aux formes mineures d'art légitime plutôt que l'opéra. Ils préféreront l'opérette. Toutefois, ces tentatives de s'intégrer à la culture légitime sont néanmoins marquées par la récurrence des fautes de goût qui trahit l'absence de familiarité avec la culture dominante. L'hypercorrection langagière témoigne par exemple de l'incapacité des petits bourgeois à s'approprier complètement les codes de la culture dominante. La petite bourgeoisie, à l'image de la classe dominante, est hétérogène. Elle se subdivise en 3 fractions, définies par la trajectoire sociale des individus qui les composent. Chaque fraction possède son propre style de vie. La petite bourgeoisie traditionnelle en déclin est composée d'artisans et de commerçants qui ont des goûts traditionnels, austères et qui accordent une grande importance aux valeurs de travail et de rigueur. Elle s'oppose à la petite bourgeoisie d'exécution ascendante composée d'employés, de cadres moyens, d'instituteurs, de techniciens qui subordonnent tout à leur volonté d'ascension sociale. Pour cela, leurs pratiques sont marquées par la discipline et le sérieux. Enfin, la petite bourgeoisie nouvelle comprend à la fois les bourgeois déclassés par leur absence de titre scolaire et les petits bourgeois à fort capital culturel qui manquent de capital social pour intégrer la bourgeoisie. Ils exercent des métiers artistiques, de conseil ou de communication qu'ils tentent de faire reconnaître socialement. Ils recherchent donc les attributs de la culture, par exemple en achetant des revues de vulgarisation et en soignant leur langage. La petite bourgeoisie étant la classe où se rencontrent à la fois les individus en trajectoire ascendante et ceux en trajectoire descendante. Les pratiques de consommation y sont plus hétérogènes que dans les classes supérieures et populaires. La classe populaire, assimilée à la classe ouvrière, est dans la sociologie de Pierre Bourdieu la plus homogène des classes sociales. Son rapport à la culture se caractérise par le choix du nécessaire, les moyens économiques limités des ouvriers les contraignent à se contenter d'un style de vie simple et à privilégier le pratique et le fonctionnel plutôt que l'esthétique. Cependant, ils ne le vivent pas comme une contrainte, mais plutôt comme un choix, un goût sincère pour la simplicité. Pour Pierre Bourdieu, le goût populaire n'existe pas positivement. Il n'est qu'une dégradation du goût dominant. Il se limite aux fragments épars d'une culture savante plus ou moins ancienne, sélectionnée et réinterprétée évidemment en fonction des principes fondamentaux de l'habitus de classe et intégrée dans la vision unitaire du monde qu'il engendre. La distinction, page 459. Du fait de son absence d'autonomie, le goût populaire ne peut s'affirmer comme une contre-culture susceptible de remettre en question la légitimité de la culture dominante. Cette conception de la culture populaire comme culture hétéronome, c'est-à-dire dont les principes sont définis en dehors d'elle, a été remise en question par Claude
Grignon et Jean-Claude Passeron dans le savant et le populaire. Selon eux, il existe deux manières antagonistes, mais également critiquables, d'envisager la culture populaire en sociologie. La première consiste à considérer la culture populaire comme un univers significatif autonome, en ignorant les effets symboliques de la domination économique et sociale qui pèsent sur les classes populaires. Cette perspective est axée par les deux auteurs de populisme dans la mesure où le relativisme culturel qui la sous-tend conduit parfois à conclure que la culture populaire est plus authentique et moralement supérieure à la culture savante. La seconde approche, qui est celle de Pierre Bourdieu, consiste à l'opposer, à n'envisager la culture populaire que du point de vue de sa dépendance symbolique à la culture savante, en omettant de voir ce que les goûts populaires peuvent avoir de singulier et de relativement autonome. Cette perspective est qualifiée de misérabiliste puisque les cultures populaires ne sont envisagées que comme des cultures pauvres. La théorie de la légitimité culturelle, bien adaptée pour étudier la culture savante, serait donc moins pertinente pour décrire la culture populaire. La distinction au cœur du jeu social. Dans la théorie bourdieusienne de la culture, le premier mécanisme qui permet d'expliquer la hiérarchie des goûts est celui de l'imitation. Chaque classe tend à imiter le goût des classes supérieures, mais n'atteint qu'une forme dégradée de ce goût. Cette imitation est cependant une menace pour les classes dont la culture est imitée, dans la mesure où elle leur fait perdre leur exclusivité et où elle met en danger leur position dominante. Un second mécanisme, celui de la distinction, est alors mis en place par les classes supérieures pour maintenir l'écart qui les tient à distance des autres classes. La distinction, qui a donné son titre à l'ouvrage phare de Pierre Bourdieu, doit être entendue dans son double sens de propriété des classes distinguées et de processus qui conduit à l'obtention de cette propriété par le maintien de l'écart avec les autres classes sociales. Par distinction, Pierre Bourdieu entend donc à la fois un rang à tenir et une distance à maintenir. La distinction. Page 61. La velléité de distinction des classes dominantes a été mise en avant dès la fin du XIXe siècle par le sociologue américain Thorstein Veblen dans la théorie de la classe de loisirs. Dans cet ouvrage, l'auteur montre que la classe de loisirs, c'est-à-dire la classe des gens suffisamment riches pour ne pas avoir à travailler, cherche à se démarquer des autres classes sociales et à établir sa supériorité par la consommation ostentatoire affichée de biens matériels spécifiques. Ainsi, les femmes portent-elles corsets, jupes amples et talons hauts, empêchant tout travail, afin de signifier à tous leur appartenance à la classe oisive. La tendance à l'imitation de ces pratiques par les groupes sociaux inférieurs pousse les classes supérieures à une fuite en avant dans la consommation de nouveaux produits. Chez Pierre Bourdieu, toutefois, la distinction n'est pas qu'affaire de dépenses, puisqu'elle repose essentiellement sur des pratiques culturelles et des préférences esthétiques. Du surcroît, étant l'expression inconsciente d'un habitus, elle n'est pas forcément recherchée de manière délibérée. Le même mécanisme de fuite en avant des classes dominantes est cependant à l'œuvre. Ainsi, selon Pierre Bourdieu, dès qu'une pratique se diffuse, elle perd son pouvoir distinctif car elle est dévalorisée par la divulgation. La distinction, page 16. La pratique diffusée est alors abandonnée par les classes dominantes qui se tournent vers d'autres pratiques, temporairement plus exclusives et donc plus distinctives. C'est ainsi par exemple qu'à la fin des années 1990, l'appropriation par les jeunes issus du milieu populaire de la marque Lacoste
jusqu'alors apanage des membres des classes supérieures, a entraîné une forte diminution de sa valeur distinctive. Les classes supérieures se sont alors tournées vers d'autres marques plus exclusives et moins diffusées. D'après Pierre Bourdieu, les goûts sont sans doute avant tout des dégoûts faits d'horreur ou d'intolérance viscérale. C'est à vomir pour les autres goûts, les goûts des autres, la distinction. Donc, d'après Pierre Bourdieu, les goûts sont sans doute avant tout des dégoûts faits d'horreur ou d'intolérance viscérale, c'est à vomir pour les autres goûts, les goûts des autres. Distinction, page 60. Tandis que chaque classe essaie d'imiter le goût des classes qui lui sont supérieures, chacune tente simultanément de se distinguer du goût des classes qui lui sont inférieures. Ainsi, les classes dominantes constituent leur choix culturel dans les domaines de l'art, de l'ameublement, des manières de manger, des vêtements, comme autant de partis pris esthétiques qui s'opposent au choix des classes moyennes et populaires. La petite bourgeoisie fait de même à l'égard des classes populaires qui font office de reposoir pour toutes les autres. Les cadres moyens déclarent par exemple refuser de faire des photographies réalistes telles que les photographies de famille pour se distinguer des pratiques des classes populaires. Un art moyen, 1965. Au contraire, les cadres moyens ambitionnent de se rapprocher du pôle légitime de la culture en donnant à la photographie la dignité d'un art. Ce dégoût pour le goût des groupes sociaux inférieurs se manifeste même à l'intérieur des classes entre les fractions anciennes et les fractions nouvelles. Les fractions anciennes de la bourgeoisie, par exemple, expriment du dégoût face aux nouveaux bourgeois qui sont considérés comme trop scolaires dans leur expression du goût légitime. Pour autant, globalement, le goût est un facteur d'union des membres d'une classe. Edmond Goblow a ainsi montré en 1925 dans La barrière et le niveau que le goût était à la fois un moyen de s'intégrer à sa classe et un moyen de tenir à distance les individus des autres classes. Selon lui, comme pour Pierre Bourdieu, la bourgeoisie ne se reconnaît pas tant à sa richesse qu'à ses pratiques. Les pratiques culturelles permettent en effet de compenser l'absence de barrières légales entre la bourgeoisie et les classes inférieures. À travers leur style de vie, les bourgeois s'intègrent à leur classe niveau et se distinguent des classes inférieures barrières. Faites comme tout le monde, voilà le niveau. Ne soyez pas commun, voilà la barrière. Dans le domaine vestimentaire, par exemple, au XIXe siècle, le port d'un costume était à la fois un signe d'appartenance à la bourgeoisie, puisque les autres bourgeois portaient un costume, et une manière de se distinguer du peuple qui n'en portait pas, bien que Pierre Bourdieu ne fasse pas explicitement référence à Edmond Goblow dans la distinction. Les conclusions des deux auteurs se rejoignent. Le goût chez Pierre Bourdieu n'existe que relationnellement, puisqu'il apparaît toujours comme étant recherche d'imitation ou de distinction. Cela remet en question les adages populaires qui postulent une naturalité et une pure subjectivité du goût en énonçant que tous les goûts sont dans la nature. Deuxième point, la légitimation d'une pratique culturelle, l'exemple du jazz, Jean-Louis Fabiani, 1986. Les choix doivent toujours une part de leur valeur à la valeur de celui qui les fait. La distinction, page 100. Selon la théorie bourdieusienne de la culture, la légitimité d'une pratique culturelle provient de la légitimité sociale de ceux qui la pratiquent. Comme les classes dominantes déterminent le goût dominant, elles ont le pouvoir de consacrer, c'est-à-dire de rendre légitimes, des pratiques qui auparavant ne l'étaient pas,
car elles étaient l'apanage des classes populaires. Dans Carrière improvisée, théorie et pratique de la musique de jazz en France, Jean-Louis Fabiani, qui est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, étudie le processus social qui a permis au jazz de passer de statut d'art maudit à celui d'art légitime en France. Ce processus fait intervenir plusieurs instances de légitimation proches des pôles culturels dominants, critiques universitaires, publics cultivés et institutions culturelles représentantes de la culture légitime. Le processus de légitimation du jazz en France, selon Jean-Louis Fabiani, c'est l'apparition de critiques issues de milieux universitaires qui permet dans un premier temps le passage du jazz du statut de musique noire à celui d'art moyen. En effet, ces critiques, proches de la culture légitime, ont un rapport esthétisé et érudit avec l'art qui les conduit à effectuer un travail de redéfinition de cette musique. Ce travail permet de fonder la croyance en l'existence de cette forme musicale, de montrer que le jazz, comme la musique sérieuse, est susceptible de faire l'objet d'une histoire savante. Ensuite, la légitimation du jazz passe par l'apparition d'un monde d'amateurs. Le public du jazz en France est composé des fractions intellectuelles de la classe dominante qui cherchent à se distinguer de la culture légitime tout en ne tombant pas dans des choix populaires et de petits bourgeois qui voient dans cette forme musicale un substitut à des pratiques plus légitimes pour lesquelles ils n'ont pas les ressources culturelles nécessaires. Ces évolutions conjointes sont liées à une mutation du jazz lui-même, de sa pratique et de ses conditions de réception. Le jazz s'éloigne progressivement de ses formes purement fonctionnelles, initiales, musique d'accompagnement, de danse ou de récréation, pour devenir à lui-même sa propre fin à l'image des arts légitimes. Le jazz est de plus en plus écouté dans des lieux consacrés, salles de concert, musées, et l'attitude des auditeurs devient plus policée. S'il marque toujours le rythme du pied ou de la main, cela se fait désormais en silence. La redéfinition du jazz n'est cependant pas uniforme. Si d'un côté apparaît bien un jazz qui a la discipline de la musique sérieuse, ceci pour la forme, orientation vers un jazz écrit, et d'un autre côté, une partie des musiciens de jazz reste dans le spontanéisme ludique qui caractérisait les premières expressions de cette forme musicale. Cette dualité traduit l'ambiguïté que le jazz entretient avec les formes musicales légitimes, et elle conduit Jean-Louis Fabiani à qualifier le jazz de forme musicale semi-légitime. La consécration de cette musique prend une forme institutionnelle à partir des années 1980. Les musiciens de jazz se voient par exemple accorder en 1981 l'aide à la création qui était auparavant réservée à la musique sérieuse. De la même manière, un orchestre national du jazz est créé. Selon Jean-Louis Fabiani, pour l'administration culturelle, il s'agit à la fois au nom d'une politique de l'extension du patrimoine à toutes les formes d'expression, de déhiérarchiser les formes musicales et de constituer un véritable enseignement du jazz dans les conservatoires. Le jazz devient ainsi une sorte de double de la musique sérieuse. D'autres pratiques culturelles en voie de légitimation. À l'image de Jean-Louis Fabiani, de nombreux sociologues se sont intéressés au processus de légitimation des pratiques culturelles populaires dans la perspective initiée par Pierre Bourdieu. C'est le cas notamment de Luc Boltanski,
qui a étudié la légitimation de la bande dessinée par un public cultivé, ou de Sylvia Faure et Marie-Carmen Garcia, qui ont travaillé sur le changement de valeur sociale du hip-hop. 3. La théorie de la légitimité culturelle en question. En raison de son pouvoir explicatif, la théorie bourdieusienne de la légitimité culturelle se présente aujourd'hui comme un véritable modèle face auquel les sociologues de la culture sont amenés à se positionner en le validant, en l'amendant ou en l'affirmant. L'éclectisme des pratiques culturelles, Richard Peterson et Roger Kern. La théorie bourdieusienne de la légitimité culturelle a eu un certain écho aux États-Unis, où elle a donné lieu à de nombreux travaux, notamment à partir de la traduction anglaise de la distinction en 1984, dans un article intitulé Social Class and Art Conception, The Origins and Consequences of Class Difference in Exposure to the Arts in America. Paul DiMaggio et Michael Usim ont ainsi confirmé pour la société américaine l'importance primordiale du niveau d'instruction dans l'accès à la haute culture. En 1992, Richard Peterson et Peter Simkus publient How Musical Tastes Mark Occupational Status Group, texte dans lequel il montre à partir de données quantitatives datant de 1982 que les classes supérieures se caractérisent non seulement par leur proximité avec les genres musicaux les plus savants tels que l'opéra ou la musique classique, mais aussi par l'éclectisme de leurs préférences musicales. Ainsi, en sus de la musique savante, de nombreux membres des classes supérieures apprécient aussi des genres plus populaires. Les données de 1982 sont reprises et comparées à de nouvelles données de 1992 par Richard Peterson, professeur de sociologie à l'université Vanderbilt de Nashville, et son étudiant Roger Kern en 1996. Leur article Changing Highbrow Tastes From Snob to Omnivore, issu de ce travail comparatif, met en évidence une montée de l'éclectisme des goûts musicaux parmi les classes supérieures. La montée de l'éclectisme des goûts musicaux du snob à l'omnivore. Dans leur étude quantitative, Richard Peterson et Roger Kern distinguent deux catégories d'amateurs de musique classique et d'opéra, les snobs et les omnivores. Les premiers, ça veut dire les snobs, les premiers se limitent à ses préférences musicales légitimes, tandis que les seconds, ça veut dire les omnivores, font preuve d'ouverture en s'intéressant aussi à des genres musicaux moins légitimes. Low brow ou middle brow, c'est-à-dire bas de gamme ou peu intellectuel. En comparant les données de 1992 à celles de 1982, les auteurs découvrent que le nombre d'omnivores a augmenté au sein de l'élite, qui comprend désormais très peu de snobs. Les classes supérieures se caractérisent donc de plus en plus par l'éclectisme de leurs goûts musicaux, tandis que les classes populaires se composent essentiellement d'univores aux préférences musicales exclusives parmi les genres low brow. À partir d'un modèle statistique de régression, les auteurs mettent en évidence à la fois un effet de génération, le remplacement des cohortes générationnelles, et un effet de période, des changements de préférences culturelles propres aux années 1980, pour expliquer
cette montée de l'éclectisme parmi les classes supérieures. Une remise en question de la théorie de légitimité culturelle. La montée de l'éclectisme des pratiques culturelles met fin à l'homologie stricte entre hiérarchie sociale et hiérarchie culturelle qui était au fondement de la théorie de la légitimité culturelle. Les goûts des classes supérieures pour les genres les plus légitimes ne s'accompagnaient pas forcément de des goûts pour les genres les moins légitimes. S'ils complexifient les modalités de l'articulation entre segmentation sociale et pratiques culturelles, les résultats de Richard Peterson et Roger Kern ne remettent néanmoins pas en cause l'existence de frontières symboliques entre les classes sociales. Comme ils l'écrivent eux-mêmes, se référant aux travaux de Pierre Bourdieu, l'omnivorisme n'implique pas une indifférence aux distinctions. Son émergence traduit plutôt la formulation de nouvelles règles gouvernant les frontières symboliques. Désormais, l'éclectisme se présente comme une nouvelle stratégie de distinction des classes dominantes. Pour remplir cette fonction, l'éclectisme ne doit pas s'exercer de manière indistincte. Ce qui importe en matière de distinction n'est en effet pas tant l'objet consommé que la manière de le consommer. Ainsi, les omnivores n'appréhendent pas la musique country de la même façon que les fans de cette musique qui s'identifient entièrement à elle. Ils intellectualisent et esthétisent cette musique comme ils le font pour le jazz, le blues ou le rock. La façon d'apprécier les genres low-brow ou middle-brow reste donc différenciée selon l'appartenance sociale, en dépit d'une ouverture des classes supérieures vers ces types de musique. À la suite des travaux de Richard Peterson, les sociologues français ont mis en évidence le même phénomène d'éclectisme des goûts musicaux. Philippe Collongeon et des pratiques culturelles des classes supérieures françaises, Olivier Donat, il conclut une complexification plutôt qu'à une remise en cause de la théorie de la légitimité culturelle. 3.2. Des pratiques et des préférences culturelles désonnantes. Bernard Lahire, 2004. Bernard Lahire propose de transformer le regard. Bernard Lahire propose de transformer le regard par rapport à la sociologie de la culture de Pierre Bourdieu en s'intéressant d'abord aux différences de légitimité des pratiques culturelles de chaque individu, variations intra-individuelles, avant d'envisager les différences de pratiques entre classes sociales, variations inter-individuelles. Citons l'exemple du philosophe Ludwig Wittgenstein, qui déclarait aimer contre toute attente les romans policiers et les westerns, c'est-à-dire des objets culturels peu légitimes. Bernard Lahire met en évidence l'existence de profils individuels dissonants, caractérisés par de fortes variations intra-individuelles. Il reproche à Pierre Bourdieu de ne pas avoir fait attention à ces dissonances culturelles propres à remettre en cause l'idée même de cohérence des goûts et des styles de vie. À partir d'une étude statistique, Bernard Lahire comptabilise au sein de son échantillon les individus au profil culturel dissonant sont par exemple comptabilisés comme individus au profil dissonant ceux qui aiment la littérature la plus légitime et qui écoutent de la variété française. Bernard Lahire découvre que ces profils sont très fréquents statistiquement, même s'ils sont plus probables chez les classes moyennes et supérieures que chez les classes populaires. L'individu est ainsi le plus souvent partagé entre un soi légitime et un soi illégitime.
Les rares profils consonants occupent des positions totalement opposées dans l'espace social. Ils sont caractérisés soit par le dénuement culturel, soit par une inscription ancienne dans les cadres culturels les plus légitimes. De l'habitus à la pluralité des dispositions et des contextes culturels. Les dissonances culturelles mises au jour dans la culture des individus invalident la possibilité d'un habitus cohérent en tant que principe générateur et unificateur de toutes les pratiques. Pour rendre compte des variations intra-individuelles des comportements culturels, Bernard Lahire met l'accent sur la variété des expériences socialisatrices à travers la famille, mais aussi l'école, la situation professionnelle, la situation conjugale, etc., qui permettent à l'individu d'incorporer une pluralité de dispositions et de compétences culturelles. Dans un ouvrage précédent de 1998, L'homme pluriel, les ressources de l'action, Bernard Lahire défend d'ailleurs l'idée selon laquelle chaque individu dispose non pas d'un seul, mais d'une multiplicité d'habitus acquis dans divers univers de socialisation. Ces dispositions et compétences incorporées sont ensuite mises en sommeil ou activées en fonction du contexte culturel. Bernard Lahire en conclut que la pluralité des dispositions et des compétences, d'une part, la variété des contextes de leur actualisation, d'autre part, sont ce qui peut rendre raison sociologiquement dans la variation des comportements d'un même individu. La culture des individus. Page 14. Une remise en question de la théorie de la légitimité culturelle. Bernard Lahire conteste moins la théorie de la légitimité culturelle qu'il ne l'amende, à travers le constat des tensions inhérentes à l'habitus. Il conserve ainsi l'idée d'une hiérarchie culturelle des pratiques, établie non pas uniquement à partir de la hiérarchie sociale, mais aussi en prenant en compte les propriétés internes de l'activité, comme par exemple son caractère collectif ou individuel. Il refuse donc catégoriquement le relativisme culturel selon lequel, désormais, tout se vaut. À partir des entretiens qu'il a réalisés, Bernard Lahire montre que les individus au profil culturel dissonant ont conscience de la hiérarchie interne de leurs pratiques plus ou moins légitimes. Il fait ainsi apparaître les différents degrés d'engagement et en l'occurrence de désengagement de soi par rapport aux pratiques culturelles perçues comme moins légitimes. Au dire des enquêtés, une série télévisée telle que Sous le soleil ou une émission de télé-réalité telle que Loft Story peut ainsi être regardée non pas pour la valeur de son contenu intrinsèque mais par curiosité pour rire au second degré ou encore pour se détendre. Les individus ne sont donc pas dupes de leurs pratiques au travers de leurs investissements culturels et s'expriment toujours des luttes symboliques. 3.3. Les critiques radicales de la théorie de la légitimité culturelle. Les critiques les plus radicales de la théorie de la légitimité culturelle s'élèvent contre l'idée de hiérarchie culturelle que ni Richard Peterson ni Bernard Lahire ne remettent en question. Plusieurs sociologues font ainsi l'hypothèse d'une perte de cohérence de la culture cultivée, c'est-à-dire de l'ensemble des pratiques et préférences conçues comme légitimes dans les années 1960, alors que les éléments de la haute culture semblent moins immédiatement caractériser les classes supérieures. Olivier Denain, 2004, pose ainsi la question centrale. Qui aujourd'hui peut prétendre ne pas ressentir un certain embarras au moment de préciser le contenu de la culture cultivée? Certains sociologues comme Hervé Glovarec refusent de classer les pratiques culturelles selon un ordre hiérarchique en affirmant que le degré de légitimité qui leur est attribué n'est que le reflet de l'arbitraire du sociologue. D'autres, tels que
tels que Antoine Ognon propose une sociologie du goût qu'il déconnecte des questionnements propres à la théorie de la légitimité culturelle en s'intéressant à la relation entre l'individu et l'objet et aux médiations sur lesquelles elle prend appui pour mettre en mots la formation du goût. Voilà donc, j'arrive à la fin de ce chapitre sur la sociologie de la culture selon Pierre Bourdieu. La prochaine fois, je vais dire la théorie de l'espace social.